Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et surtout plus de liberté grâce à leur business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur surtout d'accueillir Nicolas Brichet. Nicolas Brichet qui est papa avant tout, entrepreneur et spécialiste du fonctionnement humain en interaction sociale. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Mickaël, tout va bien? Très bien, merci. Toi aussi? Bah, écoute, ça va très bien. Nicolas, aujourd'hui, on va parler de stratégie. Ok. Toi qui nous regardes, bien évidemment, on va te parler de stratégie, les avantages, bénéfices et inconvénients s'il y a. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Ouais, rapidement. Ouais, donc, ouais, enfin, tu l'as très bien dit. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Brichet. Je suis papa de deux enfants qui ont 4 et 7 ans. Et j'ai démarré l'entrepreneuriat maintenant il y a 3 ans avec l'envie de créer un espace où les gens puissent se rencontrer, donc un espace de coworking. Et je pense qu'on l'amènera dans la discussion, mais manque de vision et de stratégie sur cet espace-là qui a amené à ce que du coup, ça ferme. Là, au moment où on se parle, l'espace est en vente. Et par contre, de cet apprentissage-là, je me suis réorienté vers l'accompagnement qui finalement est ce que je fais depuis toujours et ce qui m'intéresse vraiment au final. Et donc moi, j'accompagne des professionnels de santé qui sont plutôt en manque de sens ou de recherche de remettre l'humain au centre. Et moi, je les accompagne à mieux comprendre le fonctionnement humain en interaction sociale, c'est-à-dire tout ce qui est habitude, émotion, conduite du changement, relation d'aide. Et tout ça, mon objectif, c'est de remettre finalement l'humain au centre de mon activité, au centre de leur activité. Et je fais ça maintenant depuis 2 ans et demi. Et donc voilà, donc j'ai créé l'Académie Emonia en début d'année pour accélérer un petit peu tout ça avec des formations et de l'accompagnement en présentiel. Très bien. Bah, de toute manière, on remettra le lien pour celles et ceux qui nous suivent en dessous de la vidéo, d'Emonia, emonia.com, je crois, Nicolas. Tu es en .com ou en .fr? C'est point .com, ouais. .com. Donc, on mettra le lien sous la vidéo pour celles et ceux qui nous suivent, de façon à les se faire. Si vous êtes dans le milieu de la santé, ou si tu es, parce qu'on a l'habitude de se tutoyer, nous, Nicolas, avec nous. Oui, c'est qu'il y a plusieurs mondes. Et on te mettra le lien tout simplement pour que tu ailles faire un tour sur la plateforme de Nicolas, qui est avant tout une plateforme, je pense, et pas seulement un site. Parce que je sais que Nicolas fait aussi du podcast et fait également des vidéos et du contenu. Tu as une grosse approche marketing, on va dire, derrière, avec du contenu sur les réseaux sociaux et les réseaux professionnels. Ouais, tout à fait, ouais. Très bien. Première question, on va rentrer peu à peu dans le vif du sujet pour celui qui nous regarde, ou celles de ceux qui nous regardent. Quel était ton avis sur la stratégie au départ? Pour moi, la stratégie, c'est un truc où je sais qu'il en faut une, mais pas forcément. J'avais pas envie de la matérialiser en fait. C'est-à-dire que je me disais, j'ai tout dans la tête, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et j'ai finalement pas besoin de l'écrire, de la surveiller ou même de la partager finalement. Et puis, j'avais ce côté-là que c'est un peu éloigné de mon quotidien. C'est-à-dire que quand j'ai créé Rouedad, en janvier, j'ai dû démarcher des banques parce que j'avais un investissement à faire pour l'achat de locaux. Et ils m'ont demandé du coup ma stratégie. Donc j'ai fait ma stratégie pour répondre à leurs besoins. Mais bien entendu, c'était une stratégie idyllique où le crédit bancaire, ça allait passer. C'était presque un truc de, au final, vous avez besoin que je vous dise quoi et je le mets dans ma stratégie. Et puis après, la stratégie, je la faisais un peu au fil de l'eau tous les jours. Donc moi, mon avis sur la stratégie, c'était de se dire que ça ne servait pas à grand-chose et que c'était un truc qui était bien pour caler les bouquins une fois qu'on l'avait fait, mais surtout pas à ouvrir tous les jours, quoi. C'est un peu ça, moi, l'image de la stratégie que j'avais, quoi. Un peu une perte de temps dans mon organisation, quoi. Donc en fait, si je te comprends bien, un moyen pour arriver en fait à ton but, mais plus de manière théorique et finalement le vivre le jour et faire en fonction de ce que tu as comme résultat. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, de réévaluer. Après, moi, je viens d'un domaine qui s'appelle l'agilité. Je travaillais dans ce domaine-là pendant 4 années. Et j'ai confondu, en fait, ce qu'on fait en agilité, de s'adapter aux produits, de s'adapter aux contraintes, avec ce que font un des rôles dans l'agilité, c'est de penser plus loin, en fait. Moi, j'avais jamais eu ce rôle-là. Donc, moi, je me disais, OK, la stratégie, c'est un peu comme une gestion de projet agile. Je m'adapte en permanence et ça roule. Mais je me souvenais plus qu'il y avait un gars qui était à penser 3-4 coups à l'avance, en fait, pour nous. Moi, j'avais pas cette vision-là, en fait. Je savais pas à quoi il servait vraiment.
Là, tu nous parles d'opérationnel, hein, donc l'agile qui reste, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la méthode agile, qui reste une méthode. Donc, c'est une approche pour finalement gérer de petits et de moyens et de très grands projets également. Donc, là, tu nous parles finalement de théorie, pas de théorie, mais d'opérationnel, donc de mise en opération, hein, donc côté agile. Et finalement, quand on reprend ce que tu disais auparavant, c'est vrai que la stratégie, ça reste une théorie au départ. Et c'est ça qui est assez intéressant. Je pense pour celles ou ceux qui nous regardent, en fait, de comprendre que la stratégie, finalement, ça reste la partie théorique, donc le plan, et que de l'autre côté, on a la partie opérationnelle qui, quant à elle, comme tu dis, et c'est tout à fait ça, ça reste une partie où on va réagir en fonction de la situation et des résultats. Ouais. Est-ce que ça, c'était... parce que je pense qu'on peut le dire, on a été appelés à travailler ensemble. Oui. Donc, Nicolas Brichet est Successful Parent-Preneur. Et qu'est-ce qui t'a fait finalement dans notre approche ou dans le travail en commun, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur ou de vision des choses par rapport à la stratégie? Alors, pour moi, le déclic, ça a été lors d'un des ateliers que tu avais animé l'année dernière, où tu nous as présenté ce chemin dans la montagne. Oui. Et du coup, pour moi, ça a été un peu un truc de se dire, ah ok, en fait, c'est ça la stratégie. Donc, il y a eu un peu déjà une compréhension autre. Pour moi, la stratégie, quand on lit des bouquins, c'est le plan stratégique 2024, 2040, en se disant où on va aller. Enfin, moi, j'avais bossé sur de la stratégie avec un fournisseur d'électricité dans mon ancien métier où il pensait à l'énergie de 2200 pour faire les transformations maintenant. Enfin bref, et donc, pour moi, la stratégie, c'était ça. Et donc, quand tu avais montré la montagne, en fait, de se dire, bah oui, c'est vrai que quand je fais, je sais pas moi, une rando, une séance de sport, ou même quand je voyage, bah, finalement, je sais où je veux aller. Et après, c'est juste quel chemin j'emprunte. Et il y a une branche sur le chemin, je change de chemin. Et toute cette image-là m'avait aidé. Et puis, il y avait eu aussi le côté, quand je t'avais posé la question de, mais moi, ça me sert à rien d'écrire sur un tableur Excel, tu m'avais dit, fais du mind mapping. T'aimes bien faire des dessins, fais des dessins. Et en fait, c'était ça. En fait, c'est que j'essayais de rentrer dans un cadre qui n'était pas le mien. Et en fait, quand tu m'as dit, fais ton cadre, ça m'a débloqué. Alors après, dans l'apprentissage, j'ai commencé à faire des tableaux Excel pour suivre, etc. Mais pour rentrer dedans, en fait, j'ai fait ce que j'aimais faire. Et c'est ça pour moi le déblocage, de comprendre que finalement, c'est un chemin avec un point d'arrivée et que je peux la faire comme je veux. En final, il y a des standards, mais je ne suis pas obligé de les respecter. C'était ça, moi, en fait, sur cet atelier-là. Chacun est libre d'avoir sa propre stratégie finalement. Et même dans la création de la stratégie, qui reste sa propre interprétation de la manière dont je peux atteindre ce que je veux dans le futur, eh bien, même dans cette approche pour créer ce futur et ce plan pour arriver dans le futur, je peux même moi-même utiliser et y aller de la manière dont je veux. Ouais. Et ça, c'est vachement important, je pense, tout à fait. Et je pense que c'est un élément primordial et vraiment la pépite, ce que tu viens de dire, par rapport au fait de dire que voilà, on peut y aller à sa manière. Pourquoi ça joue un rôle important pour toi de finalement pouvoir y aller à ta manière par rapport à la stratégie? Qu'est-ce que ça a joué en toi, émotionnellement et sur le plan business? Alors, sur le plan, moi, ça amène de la fluidité parce que du coup, quand on lutte contre quelque chose, c'est fatigant, c'est pas motivant. Et on repousse, enfin en tout cas on procrastine pas mal dessus pour ma part. Je procrastinais pas mal dessus et le faire avec un truc que j'aime bien, ça m'a amené à le faire. Et du coup, tu as amené de la fluidité en disant, tiens, j'ai l'habitude de dessiner un peu ce que je veux faire. Là, je me dis juste, je le placarde et je me fixe un cap, etc. etc. Et donc, du coup, ça m'a amené ça, en fait, de la fluidité dans le faire. Et business, alors du coup, pour Rueda, l'espace de coworking, ça m'a permis de voir que malgré toutes les actions que j'aurais été capable de mettre en place, c'était déjà fini. C'est-à-dire que de mettre en place ta stratégie et de me dire, OK, même avec toutes les actions, et imaginons que j'y passe 200%, de toutes les manières, là, le bateau, je ne peux plus redresser la barre. Et il faut juste éviter le naufrage. Donc, du coup, ça a été vraiment cette prise de conscience-là, la stratégie, de se dire, OK, quand on met, même si je le refais à l'idéal, là, les facteurs que j'ai et puis les options que j'ai, de toutes les manières, ça m'amènera à un endroit où je ne peux pas aller. Donc déjà, ça a permis de prendre ce recul-là par rapport à la situation.
Et pour l'activité d'accompagnement, c'est plutôt de se fixer les bons objectifs et de se ramener presque au mois ou à la semaine, en fait. De se dire, je sais où je veux aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et donc ça, maintenant, je le laisse, c'est posé. Et je me consacre au quotidien. Et quand je me perds dans mon quotidien, je me dis, OK, je voulais aller où dans 5 ans? Et est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça me sert ou pas? Et du coup, ça me permet de faire ça, moi, au niveau business, tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines, où je suis plutôt à la semaine, de me dire la semaine que je viens de passer, est-ce que finalement elle a répondu à mon objectif annuel et à mon objectif de plus tard ou pas, en fait? Parce que des fois, j'ai fait un truc la semaine dernière, tout de suite maintenant, là, ça ne m'aurait pas apporté de résultat. Mais par contre, je sais que ce que j'ai posé la semaine dernière, probablement l'année prochaine, ça va me permettre d'atteindre des choses que je ne pouvais pas atteindre, etc. Donc j'aime bien faire ça, en fait, d'évaluer ma semaine par rapport à ça. Donc les stratégies, je la vois comme ça. Une prise de conscience de quoi que je fasse, ça ne marchera pas. Et au jour le jour, comment je m'adapte et comment je garde toujours le cap vers où là je veux aller. Et comment tu es capable par rapport à la stratégie? Donc, je sais que toi et moi on le sait, mais c'est surtout pour celui ou celle qui nous regarde, ou celle ou celui qui nous regarde, de comprendre comment as-tu pu savoir que, quelle que soit la stratégie, par rapport à ton espace de coworking, comment tu as pu avoir ce résultat finalement? Par rapport à quelle base? Quel est l'outil? Quelle est la partie importante de la stratégie qui t'a permis finalement de prendre conscience de cela? Moi, je dirais que c'est la partie où on joue sur tout ce qui est entrée d'argent, sortie d'argent. Cette partie ressources financières et temps. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller, mais moi, c'est les éléments que je ressortirais. Il y avait ce côté, le temps que je vais y passer dedans par rapport au temps que je me coûte, combien je vaux dans mon entreprise, et les objectifs financiers en fait, qu'il fallait atteindre pour ça. Et donc, pour moi, c'était ces 2 axes-là en fait, qui matchaient pas. Et dans la partie, ça a été aussi la montagne d'actions qui était à faire et qui, de toutes les manières, je voyais bien que c'était quelque chose qui n'était pas rentable. C'est-à-dire que multiplier les ateliers, multiplier tout ça, ce n'est pas des sources de rentabilité finalement, c'est des sources de visibilité effectivement. Ouais. Mais là, j'étais dans le truc où il faut du cash rapidement. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller, en tout cas, moi, c'est ça que je ressortirais. Non, c'est justement ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu arrives avec des choses assez complexes, parce que c'est vrai que ça reste une thématique, la stratégie reste une thématique complexe, il ne faut pas l'oublier. En fait, finalement, il faut juste que tu comprennes, toi qui nous regardes, que la stratégie, ça repose avant tout sur, comme disait Nicolas, sur une définition d'un objectif. Donc, reprenons l'effet de la montagne, c'est simplement de se dire, je veux arriver à telle ou telle hauteur, ou je veux, comme Nicolas... parce que c'est officiel maintenant, veut monter, donc faire une ascension du Mont Blanc. Voilà, c'est correct, hein, Nicolas, c'est toujours à l'ordre. Exactement, dans 1 an. Et Nicolas, quand il dit je veux faire après, je pense que c'est toujours 4807 mètres, hein, le Mont Blanc. Ça n'a pas trop bougé, même s'il se décale vers l'Italie, pour l'instant, le Mont Blanc reste français. Je préfère demander avant de dire une connerie et que je reçois des commentaires en dessous de la vidéo. Désolé, Mickaël, 4808 mètres ou 4806 mètres. Le Mont Blanc est devenu plus vieux, il a rétréci. Non, mais trêve de plaisanterie. Justement, simplement de prendre l'exemple du Mont Blanc. Et si Nicolas se dit, OK, par rapport au plan stratégique, où est-ce que je veux aller? Donc, il veut aller au sommet. Il ne veut pas faire premier, deuxième, troisième palier. Il veut aller au sommet. Et finalement, dans sa stratégie, c'est de se poser la question, OK, comment je vais y arriver? Est-ce que j'y vais tout seul? Est-ce que j'y vais en groupe? Est-ce que je me laisse accompagner par un spécialiste? Donc un guide de haute montagne, parce que là, on parle de haute montagne, c'est 4107 mètres. Qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel? Quel chemin je vais prendre? Et tous ces éléments, ce sont des éléments finalement qui sont reliés à la définition de l'état souhaité. Et ce que disait Nicolas, et moi je le dis différemment, mais ça revient exactement à la même chose, Nicolas parlait de l'état actuel. D'où il part? Est-ce que Nicolas part de la vallée, donc zéro, le niveau général de France, donc zéro, niveau de la mer, ou est-ce qu'il part parce qu'il peut arriver avec la voiture d'un col qui est à 2, 3, 4 000 mètres peut-être, on ne sait pas. Et c'est justement ça qui est important de comprendre à la stratégie, et c'est ce que disait Nicolas. Par rapport à son espace coworking, les choses ont fait que l'approche stratégique lui a permis de savoir quel était l'état actuel de son business. L'état souhaité était très clair.
hein, on peut le dire. Par contre, l'état souhaité n'était pas aussi clair qu'on le pensait, aussi bien Nicolas que nous. Et en allant faire cette analyse, donc on parle de l'analyse SWOT ou de l'analyse FFOM. SWOT, c'est un mot anglais, mais FFOM, ça veut dire force et faiblesse, opportunité et menace. Ce sont les initiales. Et en faisant cette analyse avec Nicolas, on s'est rendu compte, ensemble, et Nicolas a pris sa décision finalement, ce qui fait partie des rôles d'un entrepreneur, hein, Nicolas. Ouais. Ben voilà, soit je redresse la barre, ou alors je ramène le navire à bon port et puis je revends le navire tout simplement parce que le navire n'est plus en bon état, tout simplement. Ou alors il part à la casse, comme on dit, quoi. Bon, c'est métaphorique, attention, ça n'a rien à voir parce que je sais que tout type de projet, un entrepreneur, et là tu peux me confirmer, Nicolas, ça tient toujours à cœur ce genre de projet. Oui, tout à fait. Ouais. Stratégie, ça a permis de voir ce genre de choses. Mais toi, pour finir l'image du Mont Blanc, juste là-dessus, par rapport à la préparation, c'est. J'ai échangé avec le guide de haute montagne, comme tu disais, et en fait, il y a plusieurs parcours pour faire le Mont Blanc, mais il y en a deux qui vont être très différents. Il y en a un où on prend un téléphérique qui nous amène à 3500 mètres, et l'autre où on parle de 1500. Et en fait, il m'expliquait que si je veux partir de 1500, qui est le point le plus bas pour monter le Mont Blanc, à peu près, hein, il faut que j'arrive à faire de la préparation en fait, de dénivelé, non pas en montée, parce que la montée, ça se passe plutôt toujours bien, mais c'est la descente. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte de prendre 2800 mètres de dénivelé de descente en une journée, après avoir fait les 3500 mètres de montée. Et il me disait, en fait, les deux sont possibles. Tu pourras te décider à la dernière minute. Mais sache que si tu veux partir de 1500, ta préparation pour arriver à cet objectif-là, tu dois avoir fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et pour moi, la stratégie, tu vois, là, je la comprends mieux comme ça. En fait, ça m'a tout de suite parlé quand il m'a dit ça. J'ai fait le parallèle assez rapidement. De me dire, si j'avais su tout de suite que pour un espace de coworking, si je veux avoir cette vision-là et atteindre ça, avec ce chemin-là et ce parcours-là, ben voilà les étapes absolument par lesquelles je dois passer. Et là, je me suis dit, au pire, je prendrais le téléphérique aux dernières minutes ou au pire, je partirais à 1500 mètres. Mais en fait, avec l'espace de coworking, je ne pouvais pas partir de 1500 mètres parce que je n'avais pas la solidité pour monter là-dessus. Et toi, pour filer ça, toi, quand il m'a parlé de ça, je me suis dit, ok, ça me parle tout à fait de dire, le 1500 mètres, tu peux le faire, mais juste avant, tu dois vérifier ces points de passage-là. Si tu fais pas tel sommet sans fatigue et sans casse, je ne t'emmènerai pas avec moi à 1500, on prendra le téléphérique, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas finalement. Et toi, je trouve que ça rebondit bien sur l'image de la stratégie, de se dire que tous les chemins sont possibles, mais c'est juste qu'il y en a, si tu veux le prendre, il faut que tu valides des étapes avant en fait. Et pour ça, il faut connaître le chemin. La stratégie, c'est pas réservé au milieu de l'entreprise, au milieu de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'un projet, on le gère, mais avant de le gérer, il faut se préparer. Et c'est vrai que la phase de planification, la phase de préparation et de conception, bien évidemment, sont des phases qui sont très, 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 très importantes. Plus ces phases sont préparées, plus la phase de mise en place, de mise en œuvre seront courtes et claires. Et c'est assez marrant que tu aies eu ce... Enfin, c'est pas marrant, non, je veux dire, c'est minimum à attendre d'un préparateur mental, qui est en fait un guide également, mais qui doit te préparer mentalement, parce que je pense que le plus difficile, ça va être la préparation mentale et pas que la préparation corporelle et physique hein, sur un projet. Ouais, c'est vrai. Ils disent, c'est un peu comme le mur au marathon, hein, ils disent quand tu es à 3800, c'est que le mental qui t'emmène là-haut. Hein. Ils disent physiquement, ça suivra. Si tu es arrivé jusqu'à 3800, ça suivra. Tout à fait. Mais c'est comme le mur du marathon. Quoi. C'est ça qui est assez intéressant, hein, de comprendre que quand tu crées une entreprise, bien souvent, il est important d'avoir une bonne base. Et c'est pour ça que tu te rappelles, hein, le nombre de fois où j'ai pu te parler des fondations, hein, d'avoir une bonne base. Les bonnes bases, c'est le minimum que tu dois avoir pour pouvoir survivre sur le marché. Et deuxièmement, c'est d'être en clair sur là où je veux aller, là où j'en suis et comment je vais y aller. Et je pense que ça résume bien en fait ce que tu as dit, Nicolas. Et quel que soit le type de projet, que ce soit dans le milieu sportif, dans même le milieu sentimental, je veux dire, avoir un couple et ne pas savoir où on va ensemble. Et c'est assez intéressant parce que j'ai souvent fait la comparaison dans le milieu du partenariat ou de l'association avec d'autres partenaires dans le business. C'est vrai qu'on lit la partie business et la partie émotionnelle, la partie sentimentale. Bon, c'est peut-être pas trop sentimental avec des partenaires associés, mais il y a quand même une relation qui fait qu'il y a l'humain derrière tout ça.
Ah bah oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Parce que tu as toi-même eu des partenariats, des associations, enfin des associés jusqu'à maintenant, et tu es encore à l'heure actuelle en associé. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme, en tant que spécialiste du fonctionnement humain, surtout en interaction sociale, mais je pense que les interactions sociales nous permettent d'avoir des interactions entrepreneuriales, parce que la base de tout ça, Ouais, c'est l'humain derrière. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à celles ou ceux qui nous regardent à ce niveau-là? bah, enfin, déjà, pour moi, c'est de s'entendre avec les gens. Et s'entendre dans le sens, vraiment le sens, on s'entend. Ouais. Et le sens figuré qu'on peut lui donner, pour moi, c'est la première des choses. Et quand je dis s'entendre au sens du sens, c'est d'être capable d'être en écoute en fait avec les personnes. C'est-à-dire que quand je suis associé, c'est toujours beau en fait. Enfin, je ne comprendrais pas qu'un associé se dispute avant d'entreprendre et qu'ils entreprennent quand même. Ça pourrait arriver. Mais généralement, au début du projet, moi j'appelle ça la lune de miel. Voilà, tout est beau, c'est génial, on s'aime, tout marche bien. Et si déjà dans cette phase-là, on sent qu'on n'arrive pas à être tout le temps en écoute à l'autre ou à s'entendre sur les choses, je pense que c'est des prémices qui doivent alerter sur que ça ne va pas fonctionner. Parce que comme tu disais, c'est comme pour moi, c'est vraiment comme un couple, hein, le fait d'être associé. Il faut se dire qu'il faut construire, tant que la lune de miel est là, des bases solides pour que aux premières difficultés, aux premières tempêtes, on soit suffisamment solide pour se dire que ok, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas valider les mêmes choses, mais on saura revenir sur les bases solides pour continuer à faire. Et pour moi, la plus grande capacité, c'est d'être l'écoute. Parce que voilà, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est même bien. Mais il faut que j'arrive à entendre les choses et voir si j'ai envie de me transformer ou pas. Et ouais, pour moi, ce serait ça, c'est de se dire, ok, si déjà à la base, je suis pas en capacité de s'entendre, bah, c'est peut-être qu'il faut peut-être pas aller plus loin en fait. Et oui, au début, tout est beau et tout est génial, et c'est dans le temps en fait que ça se construit. Et puis l'autre, alors je sais pas si c'est vraiment le relié au fonctionnement humain, quoique, mais de garder sa zone de sécurité à soi. Et dans le sens de si tout de suite j'entreprends de manière associée, est-ce que si l'un des deux arrête, est-ce que moi j'ai toujours ma zone de sécurité ailleurs? J'accompagne des architectes et l'idée ça a été ça aussi de se dire ok, là tout se passe bien, c'est génial. Maintenant, s'il y en a un des deux qui arrête, est-ce que toi tu peux continuer à vivre en fait? Alors, dans leur cas, la réponse a été oui. Dans d'autres, ça aurait pu être non. Et de se dire, si je n'ai pas cette zone de sécurité-là, pareil, quand je vais avoir des choses compliquées, je vais me ramener dans ma zone de sécurité pour ne pas être en mode survie. Et donc, ma zone de sécurité, ça peut être la fuite si j'en ai pas dans l'entreprise. Donc, pour moi, c'est important d'avoir aussi ça. L'idée, c'est est-ce que, ma grand-mère disait pas tous les œufs dans le même panier, mais c'est un peu ça, en fait, de se dire, tiens, quand j'entreprends, est-ce que j'ai pas un truc à moi dans l'entreprise qui me restera, en fait, si jamais on s'entend plus et que ça marche plus, pour éviter de passer en mode survie où je vais fuir et de bien garder ma zone de sécurité à moi, en fait. Ce serait un peu les deux trucs où moi j'ai été vigilant dans le choix des associés et avec qui je me suis associé, de se dire ok, on s'entend bien. Et moi chacun a son activité à côté, donc même si l'activité auquel on s'est associé ne marche pas, on aura toujours nos activités à côté pour être en sécurité, en fait. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en ayant un associé, c'est simplement aller compléter, donc aller rajouter donc une compétence, des valeurs supplémentaires pour permettre au business d'être encore meilleur et d'apporter le maximum de valeur au client, à celui qui consomme finalement ce qu'on produit, aussi bien en service qu'en produit. En faisant ta stratégie pour ton business, il est vraiment important, si tu es appelé à être avec des associés, de te dire ok, quels sont les éléments essentiels qui, moi, me tiennent à cœur et que je veux à tout prix ressentir dans mon business et vivre au quotidien. Donc là, on parle plus ou moins des besoins et des valeurs, hein. Mais aussi aller se poser la question, ok, quelles sont les compétences, les valeurs, ce que peut apporter finalement la personne à mes côtés, comme dans un couple, et qu'est-ce que cette personne-là va m'apporter à moi personnellement et va apporter à mon business. Si c'est toi qui as créé le business, et si tu es appelé à travailler
à intervenir dans le business et dans le projet d'idée d'une autre personne, pose-toi la question, quelle est la vision de cette personne-là et est-ce que c'est la même vision que la mienne finalement par rapport à l'idée? Parce que bien souvent, et c'est ce que j'ai vécu moi, et ça revient à ce que tu disais Nicolas, c'est bien beau d'être en couple et on dit souvent l'importance d'un couple c'est de se regarder mutuellement. Et moi j'ai appris avec le temps que dans la relation privée comme professionnelle, c'est important de regarder ensemble dans la même direction. Ouais. Je pense que c'est ça ce que tu disais auparavant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi à ce niveau-là. Nicolas, mot de fin, dernière question. Qu'est-ce que tu as apporté finalement cette stratégie en avantages et bénéfices, juste pour résumer, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à celles et ceux qui nous suivent par rapport à la stratégie? Alors, les avantages, c'est une clarté dans là où je veux aller. Et donc, du coup, c'est une certaine fluidité dans son business. C'est que en faisant la stratégie une fois, ça amène de la clarté et de la fluidité. Et en l'intégrant dans une espèce de routine, alors moi, je le disais tout à l'heure, c'est hebdo. Toutes les semaines, je regarde là où j'en suis dans ma stratégie mensuelle pour me dire, tiens, est-ce que j'ai avancé, comment j'ai avancé, etc. Donc, ça amène finalement de ne pas se questionner sur là où je veux aller. Ça, je le sais. Maintenant, c'est plutôt, je me consacre sur l'opérationnel. Et une fois par semaine, je réajuste ma vision, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'avantage de la stratégie. Et le bénéfice, c'est le côté, je dirais, professionnel des choses. Ça veut dire que quand je vais voir un client assez important, je suis capable de lui présenter aussi là où je veux aller pour l'embarquer avec moi. Quand je vais voir des partenaires, qu'ils soient partenaires bancaires ou partenaires de développement, je suis capable aussi de positionner ça et de montrer l'ambition de la société, même si aujourd'hui, elle en est dans sa phase de lancement. Mais ça rassure et ce n'est pas des chiffres inventés ou créés, c'est vraiment des choses qui correspondent à une valeur, à ma vision, etc. Non. Pour moi, le bénéfice, c'est ça, c'est l'image qu'on renvoie à l'extérieur de professionnel et de solide. Alors, le conseil que je donnerais, c'est de forcément faire une stratégie, même si on n'aime pas ça, de se poser là-dessus. Je pense qu'il faut se faire accompagner par quelqu'un pour faire sa stratégie, que ce soit forcément des coachs, je pense que c'est le mieux, enfin en tout cas des consultants ou des personnes extérieures, vraiment spécialistes du domaine, c'est essentiel. À minima, de le faire avec un groupe d'entrepreneurs ou avec quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire si on est en phase de lancement et qu'on n'a pas forcément les fonds pour se faire accompagner, etc., c'est OK. Au moins, aller prendre le truc d'aller dans un réseau d'entrepreneurs pour aller confronter sa vision parce que, encore une fois, moi j'appelle ça le syndrome du collier de nouilles, parce que quand j'étais enfant, j'avais un collier de nouilles à ma maman, elle me disait forcément que c'était beau. Donc c'est ça, si je montre la stratégie à ma femme ou à quelqu'un, elle va me dire « Ah non, mais c'est génial, bravo, tu vas cartonner, etc. » Non, c'est d'aller voir quelqu'un qui va me dire « Non, mais attends, t'as oublié ça, ça va pas marcher ça. » Donc faire sa stratégie et aller à la confronter à quelqu'un d'autre. Et surtout ne pas la ranger dans le placard comme moi j'ai pu faire. Et du coup, en fait, derrière, un endroit visible, en fait, d'avoir sa stratégie tout le temps affichée pour qu'elle fasse écho en permanence. En fait. Donc ouais, ça, en conseil, ouais, de la faire, de ne pas la garder, donc de l'afficher et d'aller la confronter à quelqu'un. Moi, le fait de l'afficher, ça me permet de faire ça. C'est-à-dire que les gens qui passent, bon là c'est chez moi, mais j'ai un bureau aussi dans un espace, dans mon espace de coworking encore. Les gens qui des fois voient ce que je suis en train de faire me disent « Ah ouais, tiens, mais t'as pas oublié ça » ou « Tiens, je connais un tel qui pourrait peut-être te rendre… » Et en fait, voilà, on co-construit le truc. Quoi. Donc, d'oser montrer sa stratégie, il n'y a rien de vraiment confidentiel dans ce qu'on peut présenter, après dans les chiffres, etc. Voilà. Mais au moins dans la grande stratégie, pour moi, c'est intéressant d'aller voir des gens et de la confronter. Quoi. Donc, ça serait ça pour moi. Je pense que tu as bien résumé en fait ce qui est très intéressant et ce que ça apporte en avantage et bénéfices. Je te remercie en tout cas pour la valeur que tu as apportée dans cette interview. Toi qui nous regardes, si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite surtout pas à nous les poser en dessous. On te mettra le lien bien évidemment de l'activité donc de Emonia, donc en fait qui est la société de Nicolas Brichet. En dessous de la vidéo également. Si tu as des questions ou si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur la stratégie, n'hésite pas à aller sur notre site. Le lien est bien évidemment dans la description de la vidéo.
Et puis, on pourra en discuter plus au calme. Nicolas, merci beaucoup pour cette interview qui a été vraiment… Merci à toi de l'invitation. Mais volontiers, Nicolas. À très, très vite, je te dis. Non? À bientôt. Ciao.